Salut Fabrice. Salut Marc. Tu es cet expert sur la durabilité, tu fais des confs partout, tu as écrit beaucoup de livres. D'après toi, quelle est cette mécanique invisible qui explique que malgré les engagements de tout un chacun, rien ne change ou presque? Ouais, je ressens comme toi là. Alors pour le coup, rien ne change à l'échelle où ça devrait changer à cause d'un ensemble de raisons qui se combinent entre elles et qui bloquent le système. Alors la première raison, selon moi, c'est une espèce de pression communautaire qui existe. Quelqu'un qui a conscience de l'absurdité du monde dans lequel on vit, s'il est tout seul à en avoir confiance dans son environnement professionnel ou familial, c'est très très compliqué pour lui de sortir du rang, si j'ose dire, parce qu'il va perdre finalement cette appartenance au groupe qui fait le sel de la vie en fait. On a envie d'appartenir à des communautés, à des corporations, et si on joue trop longtemps le mouton noir, on est rejeté, et la solitude c'est quand même un peu compliqué, quoi. Et donc cette pression communautaire s'exerce énormément aujourd'hui, car même s'il y a de plus en plus de gens qui ont à peu près compris ce qui se passe, entre avoir compris et changer de comportement, il y a l'océan Pacifique au milieu. Il y a plein de gens qui ont compris, mais ça ne change rien à leur comportement. Mais c'est vrai, pas simplement pour le sujet écologique, c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour le sommeil, c'est vrai pour l'hygiène, c'est vrai pour tout. Il y a tout un tas de trucs que les gens savent pertinemment, mais qui font quand même, à cause de cette pression communautaire. Tu parles de choix, moi je voudrais comprendre les tiens. Comment tu regardes ton parcours? Là, je ne l'ai pas dit, mais tu as autour de 60 et quelques balais. Et un. 61 balais. Ouais. Tu sais que nous autres journalistes, on aime bien être les premiers qui mettons une info sur la table. J'ai réussi à découvrir que tu étais né à Angoulême. C'est ce qu'on rappelle très peu, et moi j'adore dire ça. C'est qu'en ce moment ça chauffe à Angoulême, il n'y aura sans doute pas le fameux festival. Je ne sais pas si tu aimes la BD comme moi. Mais bref, plus sérieusement, je voudrais que tu regardes par-dessus ton épaule et que tu me dises ce qui au début t'a motivé à faire la carrière que tu as fait d'ingénieur chez Bouygues. Comment l'homme d'aujourd'hui regarde l'homme qu'il a été dans sa carrière? Une vie, c'est une succession d'opportunités de rencontres, en fait. Et ça, c'est Hulot qui disait ça, que le développement durable, la RSE, on y vient par opportunité, on y reste par conviction. Voilà, moi, c'est tout à fait ça. J'y suis venu par opportunité, parce qu'on me l'a proposé, alors que je n'avais pas tout bien compris les subtilités, les tenants aboutissants et les conséquences. Et puis, à force de rencontrer des gens extraordinaires, je me suis approprié ces concepts pour ensuite essayer de les combiner pour en faire quelque chose. C'est-à-dire proposer des modèles alternatifs. Parce que ce qui est important, c'est pas tout d'avoir compris. Parce qu'avoir compris, c'est très bien. Mais après, c'est savoir comment agir. Et comment agir pour être efficace dans des organisations. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler dans la sphère que je connais le mieux. C'est la sphère de l'entreprise. Et ça tombe bien, parce que c'est la sphère qui dispose sans doute le plus de leviers pour vraiment changer les choses. On peut changer les choses en tant qu'individu, bien sûr, avec son bulletin de vote, avec sa carte bleue, très bien, mais ça ne sera pas suffisant si on ne change pas les modèles économiques qui permettent aux entreprises de payer des salaires tout en créant donc de la valeur économique, bien sûr, mais sans détruire cette fameuse valeur écologique. Et on pense au C3D, en tout cas, et avec Genact et avec le Shift, qu'il est possible de produire la valeur autrement, à condition de tout changer. Je reste un peu focalisé sur ton parcours. Ce que je voudrais savoir, c'est quels étaient tes objectifs. Tu parlais de t'es rentré par obligation, t'es resté par conviction. On comprend bien, t'es resté quand même quasiment 20 ans à ce poste. En quoi tu considères que tu as réussi en 20 ans à faire des trucs et en quoi, quels sont tes échecs et tes réussites? La réussite, c'est d'avoir, en tout cas, c'est plus, maintenant la RSE, ça a été longtemps la plus importante des choses secondaires. C'est là que l'auditoriste se dit quand même, le gars, il est fort. Non. Ça a été la plus importante des choses secondaires. Oui, et qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet central qu'il est impossible de mettre sous le tapis, de dire on s'en occupera demain matin. Donc, c'est plus possible, ça. C'est devenu un sujet à l'ordre du jour des conseils d'administration, des comités de direction, des comités d'engagement, parce que c'est devenu un sujet de négociation avec les clients, avec la société civile, avec la régulation. La RSE, elle est partout aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce que ça a suffi à déclencher le tipping point, le point de bascule, pour qu'on adopte d'autres modèles? La réponse est non. Mais avant que quelque chose s'embrase, avant que l'avalanche se déclenche, il y a un flocon supplémentaire qui fait que ça se déclenche. Eh bien, je veux, avec mes amis, être le flocon qui se fera déclencher l'avalanche, ce qu'on appelle, nous, la bascule.
Alors c'est exactement la question que j'allais te poser maintenant. Comment tu te perçois là, c'est vrai que je suis un peu personnel dans mes questions, mais tu es un personnage, tu m'intéresses. Est-ce que tu te vois dans ce rôle de flocon plutôt comme un agitateur, comme un médiateur, comme un leader, comme un solutionneur? Quel est un peu l'équilibre des... Voilà, qu'est-ce qui te compose? Comment te décrire? Bah, tu vois, j'ai dit flocon, toi, ça montre que je suis modeste. Un flocon, moi, je me considère comme un bouffon bienveillant. Bouffon, alors pourquoi bouffon? Parce que le bouffon, à l'époque des rois, c'était celui qui pouvait dire les choses au roi. Sans en payer le prix de sa vie. Exactement. Et moi, l'une des qualités qu'on me reconnaissait quand j'étais en poste, c'est que je restais moi-même, en toutes circonstances, devant des gens qui auraient pu et qui sont choqués par ce que je peux raconter, mais parce que j'étais crédible, et parce que j'étais loyal, et parce que j'apportais aussi des solutions alternatives, accepter d'écouter. Et ça a été finalement ma grande force pendant toute ma carrière, cette loyauté, cette sincérité, parce que la sincérité triomphe de tout. Quand on est sincère, c'est difficile de contester quelqu'un de sincère. Parce que c'est facile de détecter chez quelqu'un s'il croit à ce qu'il dit ou s'il ne croit pas à ce qu'il dit. Moi, je crois à ce que je dis. Intéressant. Bouygues, ils font beaucoup de choses, mais ils font entre autres de l'immobilier, du BTP et de la construction. Ouais. Ce secteur-là, tu vas nous rappeler les pourcentages, les chiffres, c'est un des secteurs les plus polluants aujourd'hui, les plus émetteurs, ouais. Mais aussi des plus essentiels, hein, bien sûr. Selon toi, qu'est-ce qui empêche la bascule? Quels sont les freins au fait d'accélérer son processus de bascule, de transformation? Alors là, il y a plein de raisons. La première raison aujourd'hui, c'est l'insuffisance de formation de ceux qui font. Voilà, parce que Qui sont ceux qui font, pardon? Toute la chaîne de production. Des ouvriers jusqu'aux ingénieurs, jusqu'aux architectes, etc. Donc, il y a une méconnaissance de la construction alternative, de qu'est-ce qu'il faudrait apprendre à faire pour faire autrement. Parce que ce n'est pas enseigné aujourd'hui, et c'est pareil pour plein d'autres corps de métier. Hein. Mais on n'enseigne pas correctement la construction dite durable. Et quand on ne sait pas faire, on ne fait pas. Voilà. Donc ça, c'est l'une des raisons, mais ce n'est pas la seule. La deuxième raison, c'est qu'il y a une inertie énorme de l'habitude. Tu voulais des histoires, là. Tu connais l'histoire des 9 singes et du régime de bananes? Ah non, vas-y. Donc si tu prends 9 singes, tu les mets dans une pièce, avec attaché au plafond un régime de bananes, avec un escabeau juste en dessous le régime de bananes. Rapidement, les 9 singes ne sont pas complètement idiots, ils vont essayer de monter sur l'escabeau pour attraper les bananes. Et là, au même moment, quand le premier singe met un pied sur l'escabeau, il y a un système de sprinkler au plafond là, qui fait s'abattre sur les singes une douche glacée qui les dissuade d'attraper les bananes. Parce qu'un truc puissant. Hein. Bon, très bien, ils essayent, une fois, 2 fois, ils prennent la douche, ils arrêtent. Donc, au bout d'un moment, on enlève un des singes de la scène de la douche et on remplace par un nouveau singe qui n'a pas vu la scène de la douche. Il dit, ils sont idiots ces singes, il y a des bananes, donc il court sur l'escabeau pour attraper les bananes. Et il se fait tabasser par les autres, on n'y va pas, c'est un piège. Et on finit par remplacer les 9 singes de la scène initiale de la douche par 9 nouveaux singes qui n'ont pas vu la scène de la douche. Un par un, si je comprends bien. Un par un, les uns après les autres. Plus personne monte sur l'escabeau, personne ne sait pourquoi. Plus personne monte sur l'escabeau, personne ne sait pourquoi. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Il y a plein de gens qui font des trucs parce qu'ils ont toujours fait comme ça, mais quand on leur dit « mais pourquoi tu le fais comme ça ?» Parce que j'ai toujours fait comme ça. Et donc dans les métiers installés, comme les métiers du bâtiment, on a toujours fait comme ça, parce qu'on utilise du béton, on fait comme ça. Et on estime que c'est devenu, il n'y a pas d'alternative, on ne sait pas faire autrement. Et quand on ne sait pas faire autrement, on est démuni dès lors qu'on dit, oui, mais ta façon de faire, elle est très bien pour ça, ça et ça, mais par contre, il y a des externalités négatives qui sont absolument détestables et qu'aujourd'hui, les écosystèmes ne peuvent plus digérer. Donc, il faut faire autrement. Faire autrement, ça nécessite d'accepter de changer. Tout le monde est pour une espèce de progrès, mais contre le changement. On ne veut pas changer. Donne-moi un exemple très concret d'une technique de construction qui est faite par habitude et qu'on pourrait changer par quelque chose de beaucoup plus vertueux. Donne-moi un exemple concret. Est-ce que, par exemple, faire du béton plus fin, Non, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, c'est plus pernicieux que ça. Aujourd'hui, il faut plus construire. Voilà, ça, c'est un sacré changement. Ah oui, voilà. Et c'est là que tu vas nous dire qu'en France, il y a 2,5 millions de logements vacants. Oui, il y en a même plus que ça.
Puis il y a 10 millions ou 11 millions de mètres carrés de tertiaires, de bureaux qui sont inoccupés. Il y a des logements sous-occupés. Il y a 37% de logements qui sont sous-occupés. Donc où il y a une personne pour 4-5 pièces. Mais ce qui est, voilà. tu dis à Bouygues d'arrêter de construire. Mais c'est pas une question de... Non. Les mecs qui disent c'est par là à la sortie, monsieur. Non, je dis aux constructeurs, pas spécialement à un constructeur en particulier, je leur dis que le métier de demain, compte tenu des surfaces foncières qui restent disponibles aujourd'hui, de la densité des villes, et compte tenu du temps qui nous reste pour faire en sorte que les bâtiments existants soient remis à une norme qui leur permettra d'être compatibles avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone pour ce secteur-là, que le temps qui nous reste aujourd'hui pour agir, c'est-à-dire à peu près 25 ans, et de la baisse de la démographie et du fait qu'on a déjà suffisamment de mètres carrés construits, que le métier de constructeur, le but c'est pas de tuer le métier de constructeur, c'est le contraire. Et que l'effort doit se porter sur la rénovation. Et que l'effort essentiel doit se porter sur la rénovation du patrimoine existant, parce que 80% de ce qui existe aujourd'hui existera encore en 2050. Donc, si les pouvoirs publics étaient lucides, parce qu'en fait, la responsabilité n'incombe pas aux constructeurs. C'est complètement ridicule de croire que c'est le constructeur qui décide ce qui doit être construit. Le constructeur, il répond à un appel d'offres d'un client. Le client, c'est qui ? Ce sont des entreprises, ce sont la puissance publique, ce sont des individus. Donc, les constructeurs s'adaptent par rapport à la demande du client. Si demain, les clients des infrastructures, ceux qui ont des infrastructures en patrimoine, décident de rénover leur infrastructure, ils feront appel à des constructeurs. Et ça continuera de les faire travailler, ça continuera de leur permettre de payer des salaires. Par contre, on va avoir besoin de reconstruire des choses qui ne sont pas rénovables. Donc, il y a encore de l'avenir dans la construction, parce qu'il y a des bâtiments qui ne sont techniquement pas rénovables, parce qu'ils ont utilisé des matériaux, par exemple, comme de l'amiante. Et ça, on ne peut pas rénover des bâtiments qui sont amiantés. Donc, on doit les déconstruire et les reconstruire. Par contre, pour l'essentiel du patrimoine qui existe déjà, ce qu'il faut, c'est le rénover. Et je parle des pays à haut revenu. Et encore un constructeur qui veut continuer de construire en neuf, parce que sa passion, c'est de construire en neuf, il existe de nombre d'autres pays qui ont besoin d'avoir des constructions neuves pour ne serait-ce que loger leur population. Par contre, là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est changer les modèles constructifs. Pourquoi changer les modèles constructifs ? Parce que les modèles constructifs traditionnels, ceux qu'on a utilisés depuis une centaine d'années, avec des technologies poteau-poutre, béton, etc., avec donc un matériau extrêmement polluant pour le fabriquer. Là, il va falloir qu'on fabrique ce matériau différemment pour tenir les objectifs de décarbonation de ce secteur. Donc, dans les deux cas, il faut tout changer. Dans un premier cas, dans les pays aux revenus, il faut mettre le prisme de son activité plutôt sur la rénovation et inciter les acteurs et donc les clients à rénover leur patrimoine. D'ailleurs, il y a des régulations qui l'imposent aujourd'hui. Et dans les pays qui ont encore besoin d'infrastructures, eh bien de changer les modèles constructifs. Donc on est loin de tuer les constructeurs, là. On est au contraire en train de leur donner un nouvel élan. Moi, je suis déjà en manque de tes aphorismes, de tes fables, etc. Je vais tenter de te relancer sur une autre fable. Je pensais que tes singes et tes bananes allaient s'orienter vers ça, mais c'est un conte différent. Moi, celui que j'ai en tête, c'est le conte des 5 ou 6 aveugles et de l'éléphant. Oui, je connais le fameux éléphant, alors que tu connais très bien, ouais, qui est au milieu de la pièce. Et en résumé, c'est des aveugles. Il y a un éléphant qui est gentil au milieu de la pièce. Il y en a un qui touche la trompe et il dit « Ah oui, cet animal, c'est un serpent ». Il y en a un qui touche la patte et il dit « Ah mais non, c'est un arbre, en fait, le truc qu'on a au milieu là. » Et puis il y en a un qui touche la queue et puis qui dit « Non, c'est un... » etc. C'est un fouet. C'est un fouet, etc. Et donc, il y a un vrai plaisir à raconter et à écouter des fables. Mais là, je te raconte celle-là parce que est-ce qu'il y a aussi un peu de ça au sein des entreprises, c'est-à-dire des visions qui sont divergentes Non, au contraire. Ce qui est détestable dans les entreprises, c'est une vision qui est à la fois, au-delà qu'elle est souvent technocentrée, elle est financièrement centrée. C'est-à-dire que l'obsession des boîtes, c'est de générer du cash. Et c'est plutôt une bonne chose. Mais le cash, il en faut, si l'entreprise disparaît, évidemment. Mais lorsque ça devient le principal objectif, elle perd son âme. Le cash, c'est la respiration de l'entreprise. Personne ne vit pour respirer. Toi, tu ne te lèves pas le matin, tu te dis « Merde, il faut que je pense à respirer ». Tu as un autre objectif dans la vie. Par contre, si tu ne respires pas, tu fais pas grand-chose. Et donc, quand les entreprises considèrent que le cash est devenu la raison d'être, c'est la fin de l'entreprise. Tu dis que c'est la fin, mais excuse-moi, toutes les grosses boîtes qui tiennent le monde, finalement, dans leurs griffes, j'ai envie de dire. Je suis désolé de te dire que ça, c'est pas durable du tout.
Oui, mais regarde, je sais pas, je pense à l'agroalimentaire, je pense à Coca-Cola, je pense Non, à... mais tu peux penser ce que tu veux, mais Ouais. je pense que leur modèle Ouais. n'est pas soutenable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'elles sont en bonne santé aujourd'hui économique Ouais. que... Mais à quelle échelle de temps pas soutenable? Ah non, mais attends, mais tout est le sujet, notre sujet, c'est le sujet de à partir de quand les points de bascule associés aux limites planétaires vont faire qu'on va rentrer dans des processus irréversibles et qui vont probablement conduire à ce qu'on appelle un effondrement. Il y a 2 semaines, Ouais. j'ai animé une table ronde avec toi et Arthur Keller, qui va d'ailleurs bientôt venir à ce micro. Arthur, qu'on salue aussi. J'avais bien aimé ton exemple du cuivre. Est-ce que tu peux très précisément, parce que moi, tu sais, je me nourris de faits un peu précis, etc. Est-ce que tu peux me redonner ton exemple du cuivre pour qu'on prenne conscience du potentiel effondrement, mais juste dû au manque de ressources? Oui, alors c'est même pas un problème de manque de ressources, si on veut vraiment expliquer la complexité du problème. Mais avant de répondre à ta question, j'ai expliqué la métaphore de la tour Eiffel. Je la connais pas celle-là. Voilà. Vas-y. Parce que les gens comprennent l'effondrement souvent de la mauvaise manière. L'effondrement, souvent on pense que c'est un processus qui va être long, qui va se déliter progressivement. En fait, pas du tout. Si tu prends la tour Eiffel et que tu enlèves des barreaux de la tour Eiffel, il y en a des milliers et des milliers, si tu en enlèves quelques-uns, il se passera strictement rien parce que Gustave Eiffel a redondé en fait toute la structure de la tour Eiffel pour qu'elle tienne debout. Et donc si tu en enlèves que quelques-uns, je te garantis qu'elle restera debout. Mais au xème barreau enlevé, plus un, tout va s'effondrer, comme un château de cartes. Pourquoi ? Parce que là, on aura Retirer une pièce retiré une pièce maîtresse, non pas une pièce maîtresse, mais la pièce de trop qui fait que là, la structure finit par s'effondrer. Eh bien, le vivant, c'est exactement ça, en fait. C'est très résilient, c'est très résistant, mais au bout d'un moment, et ça va très très vite, parce que ça va excessivement vite. Ben là, on est en train de tirer sur la corde là, du vivant, là, tout ce temps qu'on est. Ça tient encore, mais on voit déjà les prémices du délitement par tout un tas de symptômes. Le Covid en a été un, mais il y en a d'autres. Donc, quand on parle de pénurie, les gens disent « Ah oui, mais en fait, on nous a fait le coup du pétrole, du gaz et du charbon qui en irait plus, et puis en fait, on en a encore. Donc tout ça, ce sont des fables. La planète est grassouillette. La technologie va nous permettre d'aller en chercher là où on n'est pas capable aujourd'hui. Donc il n'y aura jamais de pénurie. » Ça, c'est faux. C'est vrai que la technologie permet d'aller chercher des choses qu'on ne pouvait pas aller chercher dans le temps, à commencer par les gaz de schiste, les pétroles de schiste, etc., qui a finalement décalé le pic d'extraction et qui permet de donner une plus grande réserve à ces ressources, plus importante que ce que certains scientifiques avaient prédit il y a une 50aine d'années. Dont acte. N'empêche que la planète est ronde. Donc, même si on a décalé le pic avant d'arriver à la descente, à la phase de descente de la courbe de Gauss, on l'aura tout de même. Excuse-moi, ne perds pas ton fil. Juste, j'explique pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une courbe de Gauss. La courbe de Gauss, c'est un peu une courbe, j'aime bien dire ça, qui est en forme de doigt d'honneur. C'est-à-dire, ça part de très bas, ça monte très haut et ça redescend très bas. En gros, une courbe de Gauss, ça ressemble à ça, c'était juste pour laisser personne au bord de la route. C'est ça. Et donc, les métaux qui sont utilisés dans toutes les industries aujourd'hui, sur les 103 milliards de tonnes de matières premières qui sont aujourd'hui utilisées pour les 96 000 milliards de PIB, du monde entier, il y a 24% de ressources qui sont d'origine biologique, renouvelables, et puis le reste, c'est minéral. C'est le sable, c'est l'acier, c'est les métaux. Voilà. Donc, et ça, c'est issu de ce qu'on appelle les industries extractivistes minières. Aujourd'hui, compte tenu de notre modèle économique qui domine, aujourd'hui, qui est un modèle linéaire, ça nécessite en permanence d'aller chercher, donc tous les ans, des milliards de tonnes de matières premières pour les transformer en tout et n'importe quoi. Et une fois que les industriels les ont transformés, les ont vendus à leurs clients, que les clients les ont utilisés, eh bien, tout ça, ça part en déchets. Et donc, le taux de recyclabilité de ces matières premières, telles qu'on les avait utilisées à l'entrée, celles qui reviennent dans le circuit industriel après avoir eu un premier usage, c'est moins de 7%. Le reste, c'est dispersé, c'est enfoui, c'est volé. Toute matière confondue. Toute matière confondue. Donc, c'est que dalle. Et ça baisse en plus. Ça baisse pour 1000 raisons, parce qu'on les mélange, donc c'est difficile de recycler des choses qui ont été mélangées, etc. Donc, et les circuits de récupération de ces matières premières ne fonctionnent pas, en tout cas ne fonctionnent pas à la hauteur de ce qu'on devrait faire si on voulait arrêter d'extraire. Alors, c'est quoi le problème de l'extraction ? Tant que les gisements sont abondants,
les gisements des métaux qui sont nécessaires à l'industrie, à la limite, on peut se dire à quoi ça sert de recycler, à quoi ça sert de trouver d'autres moyens de produire la valeur, à partir du moment où on n'a qu'à se baisser, et on ramasse, et ça peut continuer comme ça très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, on constate, depuis très très longtemps maintenant, bien une baisse de la concentration de ces métaux dans la couche terrestre, donc il en reste encore énormément. Ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de concentration. Donc si tu prends le cuivre, le nickel, le cobalt, etc., il y en a encore, mais des quantités astronomiques. Sauf que les gisements les plus concentrés, là où il y en avait le plus pour le minimum d'efforts pour aller le chercher, d'efforts, c'est-à-dire d'énergie, de moyens mécaniques et de moyens mécaniques de traitement également. La dernière fois, tu avais pris l'exemple de l'Antiquité, à l'époque des Romains, le minerai de je ne sais pas quoi, il y avait... Les mines de cuivre les plus concentrées, ça pouvait aller jusqu'à presque 10% à l'époque. Sauf que maintenant, depuis le début de l'ère industrielle, on était, il y a 50 ans, entre 40 et 50 ans, à 0,7, 0,8%. Aujourd'hui, on est à 0,5%. Donc la différence ne paraît pas énorme, mais en termes de milliers de tonnes de roches à déplacer supplémentaires pour récupérer la même quantité de métaux, c'est énorme. Et ça fait, et bien sûr, des quantités de déchets miniers supplémentaires énormes, qui sont des déchets ultra toxiques, qui prennent de la place déjà. Et pour traiter tout ça, ça nécessite encore plus d'autres types de ressources, comme de l'eau, accessoirement, qui peut servir à autre chose, l'eau, que à traiter des minerais. Et ces compétitions d'usage entre les différentes matières premières, ces conflits d'usage, ça finit par créer des problèmes sociaux et des problèmes environnementaux qui sont absolument catastrophiques pour l'humanité. Et donc, on sait aujourd'hui que quand on met en perspective la demande de certains de ces métaux, avec les capacités de production d'aujourd'hui et les réserves prouvées, dont on sait qu'elles existent, il y a un décalage énorme entre ce que l'industrie demande, le numérique, les énergies renouvelables, les voitures électriques, et la capacité d'extraire ces ressources des entrailles de la Terre. Ça passe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on en demande plus que ce qu'on est capable de produire. C'est pour ça qu'on commence à voir une réalité de marché sur l'achat de ces matières premières qui devient énorme. Le cuivre est un bon exemple. On est passé, il y a 40 ans, d'un petit peu plus de $100 la tonne. Aujourd'hui, on arrive à $12 000 la tonne. Alors tu me dis, tant qu'il y a des gens qui peuvent payer, très bien. Mais quand on comprend mieux qu'il y a des mecs qui volent les câbles de la SNCF. Exactement. Tu ne voles pas un truc qui n'a pas de valeur. Donc si ça se vole, c'est parce qu'il y a de la valeur. Pourquoi on vole l'or? Pourquoi les cow-boys ont volé l'or? Parce que ça a de la valeur. Donc on voit bien aujourd'hui que les métaux commencent à prendre énormément de valeur. Et pourquoi? Parce qu'il y en a moins, tout simplement. Il y en a moins qui sortent des usines de production. Et quand on voit la demande de cette industrie, parce qu'il y a des métaux qui sont substituables et d'autres qui le sont moins, c'est le cas du cuivre, on se dit, mais comment on va pouvoir arriver... Tu veux dire que le cuir, il est difficile à substituer? On peut le substituer dans certains cas d'usage, par de l'aluminium notamment, mais dans d'autres cas, on ne sait pas le substituer. Ouais. Donc, si on ne recycle pas plus, et surtout si on ne ralentit pas la production, avec d'autres modèles économiques, j'espère qu'on y viendra, c'est là qu'on peut assister à un effondrement. Après le constat que tu viens de dresser, cher Fabrice, on va s'arrêter là. Je te retrouve très vite pour commencer à envisager les solutions que tu proposes, parce que c'est facile de dire que rien ne va, on fait tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, justement, à l'échelle d'une entreprise, des entreprises, on peut commencer à changer les choses. Et ça sera l'objet de notre prochain épisode. Merci pour tes lumières, cher Fabrice, je te retrouve très vite. Salut. Salut Marc. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee.
Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.